Donc la situation économique des pays est critique, la dégradation vertigineuse des finances publiques est inquiétante, comme l'a révélé la crise grecque. Pourtant, il me semble qu'une règle budgétaire ne changerait rien à la situation actuelle, voire même serait contre-productive. C'est pourquoi je suis contre une règle budgétaire, et ce pour 4 raisons essentielles. La première raison est que le seul rempart à la crise bancaire et financière a été la mise en place de plans de relance massifs dans tous les pays. Sans ces interventions publiques, le monde était condamné à revivre une dépression semblable à celle des années 30, dont les conséquences économiques et sociales auraient été sans commune mesure avec celles que nous vivons actuellement. Une règle budgétaire n'aurait pas permis de mettre en place de telles politiques, et nous aurait conduit à la catastrophe. Finalement, seule une entorse à cette règle nous aurait permis de pratiquer des politiques de relance. Dans un environnement économique modelé par les crises à répétition, où les exceptions deviennent la norme, la règle devient alors au mieux inapplicable, ou au pire arbitraire, et perd donc dans son sens. La deuxième raison est que toute règle budgétaire impose de délimiter un partage juste entre ce qu'on dit les déficits structurels et les déficits conjoncturels, ou dit plus naïvement entre les bons et mauvais déficits. Or, les chocs économiques perturbent la frontière de répartition entre les deux. Aujourd'hui, quel économiste serait capable de déterminer de façon certaine la part conjoncturelle et structurelle d'un tel choc économique, répartition essentielle pour appliquer une règle budgétaire? Or, des erreurs d'évaluation dans ce partage conduiront à imposer des politiques économiques contre-productives. La troisième raison est que rien ne justifie économiquement d'être à l'équilibre budgétaire, même lorsque le PIB est à son niveau potentiel. Si le rendement attendu de certaines dépenses publiques est supérieur au coût lié à la charge de la dette, celles-ci doivent être financées par emprunt. Reste à définir le champ des dépenses qui améliorent la croissance potentielle. L'investissement physique, sans aucun doute, mais aussi certaines dépenses de fonctionnement, comme par exemple une partie des dépenses de recherche ou d'éducation, voire même certaines dépenses de prestations sociales comme la santé. Dans un certain nombre de cas, un déficit structurel est donc souhaitable. Par exemple, une règle budgétaire n'est pas conciliable avec un grand emprunt finançant des dépenses d'avenir. Pourquoi alors, dans un contexte de taux d'intérêt bas, se priver d'opportunités pour améliorer notre productivité, notre compétitivité et augmenter notre croissance à long terme, génératrice d'emplois et de recettes fiscales futures? Une politique économique efficace ne visera donc pas l'équilibre budgétaire, mais s'attachera à étudier le rendement à long terme de certaines dépenses. N'oublions pas d'ailleurs qu'il y a des contreparties physiques et financières à la dette publique. À ce titre, les actifs de l'État sont supérieurs à sa dette. Chaque nouveau-né hérite bien d'une dette publique, mais aussi d'actifs publics. Les routes, les écoles, les hôpitaux, les gymnases. Et pourtant, on ne va pas leur demander de les rembourser à la naissance. Donc, enfin, dernière raison pour laquelle je suis contre une règle budgétaire, à part pour satisfaire la pression des marchés financiers dont l'horizon d'analyse est de très court terme, qu'est-ce qui justifie d'inscrire dans le marbre l'équilibre budgétaire, par exemple, plutôt que le plein emploi? La soutenabilité des finances publiques passe d'abord par la capacité d'un pays à créer de la richesse et de l'emploi à long terme. Les finances publiques sont un formidable outil pour réguler l'activité, mais ne peuvent pas être une fin en soi. Merci. Bien, je suis d'un avis diamétralement inverse à celui du précédent orateur. Pourquoi? Il y a 3 raisons pour lesquelles il faut constitutionnaliser l'équilibre, non pas l'équilibre total. Les défenseurs, j'en fais partie, de la règle d'or, c'est l'équilibre de la section de fonctionnement. Il est légitime de s'endetter, je dirais tout à l'heure, pour financer des investissements qui vont créer des biens ou des services dans le temps. Mais comment justifier un déficit de fonctionnement durable? Il y a 3 raisons pour lesquelles il faut constitutionnaliser. Ce n'est pas la constitutionnalisation qui permettra le redressement des finances publiques. Et c'est simplement un outil juridique pour contraindre la classe politique à des règles de discipline. Car le seul débat aujourd'hui qu'il devrait y avoir dans notre pays, c'est où est-ce qu'il faut faire des économies, voire sur quelles sont les recettes qu'il faut augmenter. C'est ça le vrai débat politique. Et on ne peut pas, comme le fait une partie de la gauche, dire que le seul problème, il est du côté des recettes. Puisque je rappelle qu'on est quand même à presque 56% de la dépense publique. On est maintenant numéro 3 sur le podium mondial, et au rythme actuel, on sera numéro 1 avant 2 à 3 ans. Alors les 3 raisons sont les suivantes. Il y a un problème de justice intergénérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire s'endetter pour financer les déficits de fonctionnement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais avoir un niveau de service public plus élevé que le coût
en termes fiscaux qui le financent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ferai payer aux générations suivantes ce différentiel. Donc c'est complètement injuste du point de vue de la justice intergénérationnelle, entre les générations. Il y a un deuxième argument qui est un argument économique. Qu'est-ce que ça veut dire financer des dépenses de fonctionnement par l'emprunt? Ça veut dire qu'on ponctionne sur l'épargne nationale. Supposons qu'on soit en économie fermée, sur l'épargne nationale. Si vous ponctionnez sur l'épargne nationale, ça veut dire que vous ralentissez la croissance du pays. Donc que vous ferez payer 2 fois aux jeunes générations le coût de cette dette. Et puis il y a une troisième raison, qui est une raison démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire s'endetter pour financer le fonctionnement? Ça veut dire que vous déniez, dans une éventuelle alternance, toute possibilité de marge de manœuvre. Est-ce que ceci est une attitude responsable entre démocrates? Ça n'est pas responsable. Je dis souvent à mes collègues socialistes, si vous revenez au pouvoir, ça d'une plaise en 2012, le seul débat que vous allez avoir, c'est où est-ce que vous allez faire des économies? Est-ce que vous avez préparé? Et maintenant, je voulais répondre aux 4 arguments. Bon, ça sera très vite fait. Premièrement, ça empêcherait le plan de relance. Non, la constitutionnalisation, comme elle a été faite en Allemagne ou en Angleterre, hein, c'est, sauf circonstances exceptionnelles, circonstances de guerre et autres. Deuxièmement, vous dites le partage entre déficit conjoncturel et structurel. Mais enfin, quand vous êtes à 140 milliards, c'est un peu comme s'interroger à Constantinople sur le siècle des anges alors que vous êtes encerclé par l'armée de Soliman, magnifique. Enfin, je veux dire, qu'il soit de 60, 70 ou 80, ça ne change rien. Il faut faire de l'ordre de 15 milliards d'économies sur les dépenses de l'État par an pendant 3 ans et une dizaine sur la sécurité sociale. Après, il faut les partager entre recettes et dépenses. Mais enfin, c'est l'ordre de grandeur des efforts. Troisième argument, rien ne justifie économiquement. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. En économie fermée, aujourd'hui, l'ensemble du déficit public, c'est 160 milliards. C'est l'équivalent de l'épargne brute des ménages. Donc si on était en économie fermée, ça veut dire qu'il n'y a pas un sou pour financer les besoins de financement des entreprises. Donc il nous arriverait ce qui est arrivé au Japon, c'est-à-dire croissance zéro depuis 10 ans. Donc si vous voulez que les générations futures n'aient aucune perspective d'avenir et qu'il n'y ait plus de grain à moudre, pour reprendre une expression célèbre, hein, quand il n'y a plus de grain à moudre, il n'y a plus de négociation, il n'y a plus rien. Et puis, le dernier élément, mais je crois que je l'ai fusionné dans l'avant-dernier. Donc, les 3 arguments, j'en avais énoncé 4, il n'y en a que 3 en définitive, ne tiennent pas. Alors que les 3 que je défends, à mon avis, tiennent la route.